La croissance du PIB des États-Unis a doublé au dernier trimestre, alors qu'il y a plein d'experts qui nous parlent de ralentissement économique. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour la bourse ? Alors, comme vous pouvez le voir, sur le S&P 500, depuis le 27 octobre, on a un rebond. On reste sur une tendance baissière, comme vous pouvez le voir, mais on est en train de rebondir. Est-ce que ce rebond, il est mérité ? Est-ce qu'il va aller plus loin ? C'est la question qu'on va se poser aussi dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre Twitter pour avoir des news en live et mes propres ordres sur les actions que je passe, notamment sur le CAC 40 et sur mon CTO, sur mon compte titre. Comme vous pouvez le voir, on passe d'une croissance de 2,1% à une croissance de 4,9%. Donc, un scénario de récession qui est repoussé depuis déjà plus d'un an. On avait uniquement eu les T1 et T2 de 2022 qui ont été négatifs, sachant qu'il aurait fallu 3 trimestres consécutifs pour être réellement en récession. Ça va être une plus ou moins bonne nouvelle en fonction des chiffres de l'inflation. Pour rappel, le but de la Fed, de la Banque centrale américaine, c'est de mater l'économie en augmentant les taux pour faire baisser l'inflation. Et oui, le credo des banques centrales, c'est que d'un côté, l'inflation doit être positive parce qu'une inflation négative pendant une période prolongée, déjà c'est ce qu'on appelle de la déflation. Et en gros, c'est une situation où on a les salaires qui baissent, les embauches qui se raréfient et le chômage qui progresse, qui finit par affecter le revenu des ménages. Ensuite, on a une nouvelle baisse de la consommation qui génère la formation d'un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Sortir d'une spirale déflationniste, c'est très difficile. On peut par exemple citer la situation du Japon depuis les années 1990. On dit que la déflation, elle alourdit le poids réel des dettes. En gros, la valeur des dettes passées, elle augmente, car la quantité de monnaie qu'elle représente correspond à un pouvoir d'achat plus important. Elle équivaut donc à un transfert de richesse des débiteurs vers les créanciers. Ça, c'est important. Mais, dans un deuxième temps, l'un des objectifs de la Fed, c'est que l'inflation, elle ne doit pas non plus être trop forte, car elle risque de défavoriser les prêteurs et donc de ralentir les offres de prêts mécaniquement, et par conséquent réduire le pouvoir d'achat des ménages, dégradant ainsi leurs conditions de vie. C'est pour ça que les banques centrales elles se fixent un objectif de 2% d'inflation, parce que pour les banques centrales, c'est un point d'équilibre. Donc à l'heure actuelle, la Fed elle maintient des taux élevés pour ralentir l'économie, parce que l'inflation est élevée. Sauf que ça ne fonctionne pas. Cette politique monétaire restrictive, elle va donc devoir perdurer. Et ça, vous allez le voir, ça va être important dans la suite de cette vidéo. Revenons-en aux États-Unis. On a quand même plusieurs facteurs qui nous font anticiper un ralentissement économique. Qu'est-ce qui se passe pour les consommateurs ? Ils ont mis de l'argent de côté pendant le Covid, qu'ils ont certainement dépensé ces derniers mois, parce qu'on constate que le taux d'épargne des ménages, il a chuté de 5,2% à 3,8%, soit une baisse de 1,4 points entre le trimestre numéro 2 et le trimestre numéro 3 de cette année. On peut donc en déduire que la forte consommation des ménages qu'on connaît actuellement, c'est un moteur de la croissance qui risque de s'essouffler. Vu que les ménages y dépensent leur épargne, c'est pas éternel. En termes d'emploi, on est à un taux de chômage qui frôle le plein emploi, avec 3,8%. Et ça stimule évidemment la demande, avec une population qui travaille et gagne sa vie. C'est plus de 3 millions de postes qui ont été créés aux États-Unis depuis un an. Pour résumer, ces chiffres du chômage faible, ils permettent d'injecter du pouvoir d'achat dans l'économie, même si en opposition, on a une inflation qui reste élevée. Les ménages dépensent quand même. Quand on a un job, on est plus enclin psychologiquement à dépenser en termes de sûreté, en termes de psychologie. Attention aussi au stock.
Je vous en parlais par exemple avec Rémi Cointreau qui n'arrive pas à écouler les siens et qui prennent une valeur qui est énorme finalement par rapport à la valorisation de l'entreprise. Et bien cette augmentation des stocks, elle contribue aussi à ce doublement de la croissance. En parallèle, on a une baisse de la demande mondiale avec des instabilités politiques et un ralentissement économique, notamment en Europe et en Chine. Et cette baisse de la demande, elle devrait entraîner une diminution des exportations pour les États-Unis, corrélée à des stocks importants qui peuvent devenir un poids pour les entreprises. Stocker des produits, ça coûte de l'argent et ça peut mettre certaines entreprises en difficulté. C'est aussi ce qu'on connaît avec Rémi Cointreau. Les États-Unis font aussi face à une chute des recettes publiques avec un déficit des finances publiques qui passe de 5,4% du PIB en 2022 à 6,3% en 2023. Cette baisse des recettes, elle est renforcée par l'inflation qui crée une hausse des charges de la dette. Et évidemment, tout ça, ça va grandement limiter les futures dépenses de l'État. Tous ces éléments, ils sont amplifiés par des taux d'intérêt qui risquent de rester élevés, comme on le disait en début de vidéo, et ça risque à terme de produire finalement ce ralentissement tant attendu de l'économie. Qui dit ralentissement économique dit de moins bons résultats pour les entreprises et donc certainement de belles baisses à attendre en bourse. Qui dit ralentissement économique dit aussi moins bons résultats pour les entreprises du S&P 500. Et ça, ce sera certainement sanctionné par le marché par des baisses pour certaines entreprises, celles qui s'en sortent moins bien. Et surtout, gardez en tête que même si le chiffre d'affaires d'une entreprise, il augmente, s'il est en dessous des attentes du marché, l'entreprise, elle sera quand même sanctionnée par une baisse de son cours. Pour le S&P 500, ça peut se traduire de différentes manières. Actuellement, vous voyez qu'on est en train de rebondir sur le support à 4125 points, mais si on devait connaître cette récession ou du moins ce ralentissement économique qui est attendu, on pourrait certainement casser ce support et aller chercher plus bas aux 3580 points. Ce qui voudrait dire, là vous voyez qu'on est quand même juste au-dessus des moyennes mobiles, en dessous de la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 20 périodes, pardon. On risquerait donc de casser aussi la moyenne mobile 200 périodes, ce qui est un assez gros indicateur, pardon. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'en hebdo, on irait quand même chercher assez bas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation aux États-Unis et de l'impact que ça pourra avoir sur la bourse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi je vous dis à dans la semaine pour une prochaine analyse d'action. D'ailleurs, si jamais il y a une action que vous avez envie que j'analyse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à dimanche pour un nouveau point bourse.